Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pendant cette période estivale. Voilà, nous vous avons prévu un programme qui retrace tout ce que nous avons partagé comme Connecting Day depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin. Vous allez voir ce soir donc une des journées que nous avons eues de telle sorte que vous puissiez la revivre et pourquoi pas trouver des partenaires et aussi élargir votre marché sur le pays qui a été cité ce soir. Hello everyone, I hope you are good during this summer. We have prepared for you, the connecting days that we started since January until June. So we hope that we will have a good program and you will enjoy this country that you will discover, and maybe you will have a lot of contact just to make business in this country. So we give you rendezvous after that just to be in contact with you. So have a good program. Bon programme et bon Connecting Day. Au revoir. Bienvenue à Connecting Days, organisé par Continental Working et ses partenaires. C'est une plateforme qui vous apporte les meilleures relations d'affaires avec le continent africain. Hello and welcome to Connecting Days, an event organized by Continental Working and its partners. There to help you to create the best relationships with the African continent. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis honoré de participer au Connecting Days organisé par Continental Working en partenariat avec l'association ADRNS, l'association de développement Nord-Sud. Je tiens tout d'abord à remercier Dimitri pour cette invitation, le président. Je participe à ce panel numéro 4 qui concerne l'accompagnement des entreprises. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je m'appelle Sada Moumi et je dirige le cabinet Harvard Consulting qui est basé à Casablanca et qui est spécialisé en business development. Le cabinet existe depuis 2000 et je l'ai lancé après avoir eu une expérience au début du cabinet d'une quinzaine d'années, notamment avec des entreprises multinationales que j'ai aidé à implanter au Maroc, à implanter leurs filiales. J'ai pu moi-même apprendre ce métier de business developer sur le tard et faire connaître un petit peu les entraves que connaissent des investisseurs étrangers qui s'implantent au Maroc, c'est-à-dire, et ça c'est, disons, ce que nous trouvons un peu partout dans le monde, hein, disons qu'il faut adapter le projet au pays où on s'implante. Riche de ça, j'en ai fait mon métier et d'où la naissance de Harvard Consulting. Et ce que nous faisons au sein de Harvard Consulting, qui est le cabinet basé à Casablanca, mais nous travaillons bien sûr partout au Maroc. Le cabinet, disons, prend en charge les projets de A à Z, que ce soit pour des entreprises ou des organisations. Alors, en général, le projet commence par une étude de marché ou plus particulièrement des market scans, c'est-à-dire des petites études de marché. Souvent, l'entreprise qui souhaite s'implanter veut connaître l'écosystème, disons, les concurrents potentiels, ce que représente le marché en volume, les contraintes, etc. Donc, à ce stade-là, nous lui donnons un petit peu cette vision. C'est une stratégie que tous les cabinets en business développement adoptent de par le monde.
Donc, à ce stade-là, on lui donne un petit peu l'état des lieux et on a un rôle de conseil pour dire, enfin, dans notre jargon, on dit go, no go, c'est-à-dire pour certains projets, lorsqu'il y a trop de contraintes ou que le produit n'est pas adapté au marché, on conseille aux porteurs de projets de ne pas continuer, mais c'est très très rare parce que bon, il se trouve que notre marché marocain est ouvert, il est, disons, il a une particularité, c'est une plateforme entre l'Europe et l'Afrique. On a, disons, beaucoup de liberté, beaucoup de potentiel d'investissement, donc c'est très très rare que des projets ne puissent pas s'implanter au Maroc. Donc une fois que ce go est donné pour que la structure se lance, souvent on nous demande de prendre en charge, disons, un recrutement parce que il faut savoir qu'au Maroc, il y a une facilité, c'est que l'entreprise peut démarrer avec, disons, portage salarial que nous assurons au sein de notre cabinet pendant jusqu'à une année, c'est-à-dire la personne peut être recrutée en CDD et l'entreprise a le loisir pendant cette année de décider s'il continue sur le marché en implantant une filiale ou pas. Donc ça, c'est quand même c'est très apprécié par nos clients étrangers qui s'implantent localement. Donc, nous faisons ce portage salarial au sein du cabinet et une fois que le potentiel est identifié par le patron, on conseille justement sur le volet juridique et fiscal pour choisir le type de structure qui va être implantée au Maroc. Souvent, c'est des SARL quand il s'agit pour les TPE, PME. Quand il s'agit d'entreprises de plus grande taille, il y a d'autres, enfin, c'est des sociétés anonymes ou autres. Mais nous travaillons avec notre expert comptable ou notre fiduciaire pour donner le meilleur conseil en fonction disons, de l'orientation de l'entreprise. Donc, lorsque l'entreprise se crée, disons, on lui assure tout le conseil aussi, même pour rechercher un local, soit industriel, soit commercial, sélectionner les sites les plus adaptés à son secteur de prédilection. Donc, nous donnons un conseil vraiment global. Et à partir de là, l'entreprise s'implante. Nous sommes souvent amenés à conseiller la personne qui prend en charge la filiale locale, au moins pour le début de l'implantation. Donc, ça peut aller sur une année ou deux en fonction disons, du choix de l'entreprise. Donc, ça, c'est un volet de notre accompagnement. Les autres volets, bien sûr, concernent aussi tous les métiers du business développement. Ça peut être de la fusion-acquisition. Certaines entreprises, pour s'implanter localement, préfèrent racheter une structure locale pour ne pas démarrer de zéro. Donc, nous avons aussi une équipe qui peut mener ces métiers-là. Et nous faisons donc une recherche d'entreprise, un sourcing, disons des due diligence pour connaître un petit peu de façon plus précise l'état de santé de l'entreprise. Et à partir de là, lorsque nous conseillons quelques entreprises potentiellement intéressantes pour l'entreprise qui veut s'implanter, qui veut acquérir cette structure. Nous l'accompagnons jusqu'à la concrétisation du contrat de fusion-acquisition. D'autres métiers que nous avons, c'est aussi certaines entreprises nous demandent de les aider sur le développement commercial uniquement. Donc, ils veulent rester, ils ne veulent pas s'implanter en propre, mais ils veulent peut-être sélectionner un distributeur ou des distributeurs. Donc, là aussi, nous sommes disponibles pour les accompagner. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que nous faisons partie d'un réseau international qui s'appelle Globaliance. C'est un réseau de business développeurs implantés actuellement dans 74 pays et qui fait à peu près les mêmes métiers que nous. Et donc, ce réseau nous permet de travailler tout en restant indépendants, mais avec, disons, nous faisons un benchmark entre nous pour avoir toujours les standards les plus actualisés, les plus, disons,
innovants et comme ça, nous donnons à nos clients des prestations de services de qualité irréprochable. Le réseau nous permet aussi autre chose, c'est que nous pouvons accompagner les entreprises marocaines à l'international, donc toujours en s'appuyant sur ces experts qui ont tous au moins une quinzaine de pays et souvent plus de 20 ans d'expérience et d'expertise dans leur pays d'implantation. Ce que nous faisons aussi d'autre pour nos clients, c'est tout ce qui est études, parce que nous sommes amenés aussi à travailler pour soit des fédérations sectorielles, soit des organisations qui souhaitent mener une étude, disons, précise sur un secteur. Pour donner un exemple, avec notre partenaire aux Pays-Bas, on a remporté un projet qui était d'analyser le secteur transport et logistique entre le Maroc et la Hollande. C'est-à-dire cet organisme gouvernemental souhaitait connaître, disons, apprécier le potentiel du marché et voir pourquoi les entreprises néerlandaises, qui sont parmi les leaders au monde, n'étaient pas suffisamment implantées au Maroc. Donc, c'était une étude qui a été livrée et ce sont des choses que nous pouvons faire. J'ai travaillé aussi beaucoup sur l'entrepreneuriat. J'ai même, au sein de mon cabinet, lancé un salon qui s'appelait Smart Enterprise Morocco et qui a été lancé en 2019 et qui a zoomé sur toutes les problématiques entrepreneuriales disons, de l'idée, de l'incubation jusqu'à la transmission. Et nous avons eu énormément d'experts internationaux du Canada, de certains pays d'Afrique, France. On a eu l'Espagne, la Hollande. Enfin, c'était assez bien couru et ça a eu beaucoup de succès. Ce que nous faisons aussi au sein de notre cabinet, c'est que nous sommes représentants d'un certain nombre d'organismes. Donc, par-delà, le réseau Global Alliance que je représente en tant que membre exclusif Maroc. Donc, ça veut dire que tout le réseau s'appuie sur moi pour tous les projets qui s'implantent localement. Nous sommes au sein de cabinet aussi représentants de Swiss Global Enterprise, c'est un organisme public qui accompagne les entreprises suisses, notamment les TPE, PME à l'international. Donc, nous sommes le représentant Maroc. Donc, il nous confie pas mal de missions sur le Maroc. Nous sommes aussi experts auprès de l'OSCI, experts internationaux, de Bretagne, Commerce International et un certain nombre d'organismes. Je citerai le dernier, CFEMOSA, qui est la Fédération mondiale des zones économiques et zones industrielles. Voilà en gros ce que nous faisons au sein du cabinet. Bien sûr, nous pouvons aider les entreprises francophones, mais nous parlons aussi l'anglais, l'arabe et s'il le faut aussi l'espagnol, s'il y a des entreprises espagnoles qui souhaitent avoir quelqu'un qui parle leur langue. Je vais peut-être terminer en donnant un exemple d'accompagnement. Donc, un exemple ou deux. Donc, je citerai par exemple une société qui est leader mondial dans l'automatisme, qui est venue au Maroc à travers la filiale française SMC et que nous avons accompagné au Maroc pour lancer leur structure locale. Nous avons démarré, donc la demande de SMC, c'était de voir, d'abord venir visiter, rencontrer disons les personnalités qui sont un petit peu dans le secteur, les secteurs qui les intéressent. C'était en l'occurrence TMSA, la zone franche Maroc, où il y a justement Renault et beaucoup d'entreprises un peu dans le secteur automobile, qui est maintenant un succès connu mondialement, hein, qui a aussi attiré un autre projet au niveau de Kenitra, qui est PSA. Donc, l'entreprise SMC souhaitait rencontrer
les décideurs, voir un petit peu la zone franche et surtout les décideurs dans le domaine de l'automobile, parce que 25% de leur chiffre d'affaires à l'international est autour de l'automobile. Et nous avons donc fait un roadshow avec eux, avec les décideurs de cette société, sur les secteurs potentiellement intéressants pour leur implantation. Et après, leur choix s'est porté sur la région de Casablanca et on les a aidés à choisir le site qui était le plus adapté à leurs besoins. Une fois que ça s'est été fait, nous avons accompagné aussi l'entreprise en faisant du portage salarial pendant quelques mois, enfin presque une année. Donc, ils ont, dans ce cas précis, ils ont eux-mêmes recruté du personnel. Enfin, il y avait 2 personnes de technico-commerciaux, mais qui étaient rattachées à notre cabinet et que nous avons porté salarialement jusqu'à ce que l'entreprise soit lancée. Alors, au niveau du lancement de l'entreprise, on a aussi conseillé sur le plan juridique et fiscal. Donc, et une fois que tout ça était bon, donc l'entreprise a été créée, on les a accompagnés jusqu'à la création. Ils ont envoyé un expatrié qu'on a un petit peu accompagné quelques mois jusqu'à ce qu'il soit lancé et maintenant ils sont bien développés au Maroc. Donc nous avons d'autres cas aussi dans différents domaines, que ce soit dans l'outillage, que ce soit dans les BTP. Nous faisons aussi du conseil au niveau fiscal. Nous en avons eu avec les Suisses dernièrement. Ils avaient un petit souci avec un distributeur local. Donc voilà, toute mission qui concerne le business développement, bien sûr, nous pouvons la mener et en toute transparence et avec des prix bien sûr adaptés aux besoins, surtout des TPE, PME, parce que nous savons que c'est aussi un souci. Et quand il y a, notamment pour les entreprises françaises, des aides, nous essayons, si eux n'ont pas de contact à ce niveau, les orienter vers des organismes qui peuvent les aider à avoir les chèques export ou d'autres, disons, soutiens financiers mis en place par l'État français. Voilà en gros ce que nous faisons et j'espère, je serai à votre disposition bien sûr s'il y a des projets spécifiques. Nous sommes travaillons beaucoup avec les pouvoirs publics, mais aussi les fédérations sectorielles, parce que dans notre métier, nous devons être aptes à avoir l'information la plus actualisée possible et pouvoir aussi récolter l'information dans les fédérations sectorielles, lier un petit peu le projet quand il y a besoin de lobbying avec les hautes instances du Maroc. Donc, je vous souhaiterais la bienvenue pour tous les projets qui souhaitent s'implanter au Maroc. Et je remercie encore une fois Dimitri et toute l'équipe pour cette occasion qui m'a été donnée et à votre disposition, j'espère bientôt au Maroc. Merci. Je suis Marc Tessier-Dorfeuille, directeur général de l'agence Com Public. Merci à Connecting Day de cette invitation pour parler plus particulièrement de la destination du Maroc et de ce que j'ai le plaisir d'y faire depuis maintenant plus de 6 ans. En effet, je préside avec Mohamed Wanaya, nous avons fondé le club des PPP au Maroc pour accompagner l'évolution législative de ce pays sur cet outil de la commande publique qui doit permettre d'accélérer les investissements tant nécessaires, notamment pour toutes les infrastructures, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient marchandes. Et donc aujourd'hui, d'abord, je vais être très franc entre nous, je suis né au Maroc, je suis né à Casablanca, je suis africain et heureux, j'y ai vécu 3 ans. Alors j'y ai simplement, quand je suis à Rabat, je me sens comme chez moi. Et j'avais eu le plaisir d'être présent à Marrakech pendant 15 jours au moment de la COP22, dans les bureaux de Salah Eddine Mezouar et d'Akima El Haïté. Et j'ai senti combien, depuis toujours d'ailleurs, le Maroc, c'est le trait d'union entre l'Europe et l'Afrique. Et votre association, c'est
le lien entre le Nord et le Sud. Et pour moi, le Maroc, c'est la porte. C'est la porte, en tout cas, pour ce qui est des pays francophones. C'est la porte parce que la plupart des banques françaises ont des participations dans les banques marocaines, qui elles-mêmes ont des participations dans la plupart des banques africaines. Donc cet axe nord-sud, pour moi, il passe aujourd'hui par Rabat, par Casa, par Marrakech, par Tanger. Et c'est un axe totalement naturel. Et l'Afrique, c'est le devenir de l'Europe. On ne pourra pas se préoccuper de l'avenir d'un vieux continent comme le nôtre, où nous aurons de plus en plus de retraités, sans se préoccuper de l'avenir de l'Afrique, qui aura en 2050 1 milliard de plus d'habitants et fera 2 milliards d'habitants. Et donc, nos destins sont liés. Et le Maroc, c'est ce trait d'union qui doit nous permettre de regarder au sud, non pas comme on a pu le faire pendant des siècles ou des années, avec un œil de gens qui sont loin et qui se disent que l'on va profiter du sud. Non, tout simplement en se disant qu'est-ce qu'on construit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut co-construire, comment avancer et donner envie au travers de nos clubs à des entreprises françaises, européennes, de se dire qu'une partie de leur avenir, de leur croissance, peut passer par des coopérations avec le Sud. Donc oui, je suis intimement convaincu que le Maroc a une place immense à prendre dans le développement vers l'Afrique. Et le roi Mohamed VI en fait un de ses axes stratégiques, mais nous devons y participer. Donc, j'ai pris la décision de prendre des participations, de m'associer avec une entreprise, avec un Marocain pour créer notre société au Maroc. J'apprends d'ailleurs ces jours-ci qu'une loi marocaine va être votée pour rendre totalement officiel les représentants d'intérêt, puisque je suis un lobbyiste, je suis un animateur de club, quelqu'un qui facilite le lien entre le public et le privé. La plupart des développements économiques, à un moment, sont encadrés par des lois. Et cette idée de pouvoir peser dans ces évolutions législatives qui permettent d'accélérer les besoins d'infrastructures et donc les financements et donc les entreprises doit permettre d'être facilitée. Et c'est ce que l'on essaye de faire au Maroc depuis maintenant plus de 6 ans avec ce club des partenariats publics-privés. Nous avons organisé de très nombreuses rencontres avec des ministres en charge de portefeuilles, qu'ils soient de l'industrie, qu'ils soient de l'enseignement supérieur, qu'ils soient de l'écologie. Et partout, il doit y avoir un renforcement des partenariats publics-privés. Ce dialogue, nous l'avons mené avec les directions des ministères des Finances, la DEPP, mais aussi avec la DGCL. Ces jours-ci, il faut le noter pour tous ceux qui veulent s'intéresser au devenir du Maroc, une évolution législative qui va prendre fin sur la discussion et la signature des décrets d'application du fait que les collectivités locales au Maroc vont être éligibles au partenariat public-privé et pouvoir en effet créer des délégations de services publics ou investir demain d'une manière différente dans leurs infrastructures. Et ça nécessite beaucoup de pédagogie. Nous invitons donc des partenaires, que ce soit des avocats, des cabinets d'avocats, des financiers, des banques, mais aussi des gens qui sont aujourd'hui dans les réseaux d'énergie ou dans les infrastructures, à se coaliser, à créer un lieu de discussion, un think tank qui, bien sûr, peut être et sera renforcé avec le patronat marocain, qui lui-même est très tourné aujourd'hui vers le développement vers l'Afrique. Donc le Maroc est un objectif aujourd'hui pour un dialogue public-privé renforcé, pour donner envie à des entreprises de se dire tiens, on peut accompagner. Alors demain, vous avez déjà des entreprises françaises qui accompagnent Rabat aujourd'hui, Casa Transport dans les transports publics, mais il y a tous les sujets de l'eau, tous les sujets de l'énergie, il y a des immenses possibilités. Le Maroc a beaucoup aussi à nous apprendre avec la centrale de Nour en photovoltaïque. Elle a créé aujourd'hui une des plus belles expériences au monde. Le port de Tanger, sorti en moins de 14 ans, est un partenariat public-privé absolument exceptionnel sur lequel le Maroc peut rayonner dans le monde entier. Donc on doit autant apprendre des Marocains que d'essayer de voir ce que l'on peut co-construire ensemble par des alliances stratégiques pour utiliser ce savoir-faire. Il y a des grands pans entiers. Bien évidemment, les besoins en infrastructures sociales sont très forts. L'Europe et la France en particulier ont une bonne maîtrise des partenariats publics-privés pour ce qui est des infrastructures sociales.
que ce soit le développement des lycées, des collèges, des universités, voire des hôpitaux, où on décide de massifier des investissements dans des périodes plus courtes en essayant de quitter les habitudes que l'on connaît du nord au sud sur cette pluriannualité des investissements budgétaires où on fait un peu chaque année pendant 30 ans, on investit 3% de réfection des routes, on fait une école par an pendant 20 ans, on programme, mais aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de faire beaucoup plus en moins de temps et en étalant la dette. Ce sont donc ces changements d'habitude auxquels nous essayons en tant que club PPP au Maroc, et avec la certitude que les besoins des populations sont de plus en plus forts, que les besoins en matière de santé post-Covid, que les besoins en matière d'éducation. Autant le Maroc sur l'agriculture, sur l'énergie, ont réalisé des choses absolument phénoménales et la distribution de l'eau, autant sur aujourd'hui les besoins d'infrastructures d'éducation, de sport, social et de santé. Il y a sans aucun doute à réinventer des partenariats publics-privés. Et là, des entreprises qui ont des savoir-faire ont tout intérêt à se tourner vers des entreprises marocaines, à essayer de passer des joint ventures, des contrats, des coopérations pour avancer ensemble dans un intérêt mutuel. Et je crois beaucoup à la nécessité de ce dialogue. Et par-delà le Maroc lui-même, comme je vous l'ai dit, il y a toute cette ambition qu'il peut y avoir sur l'Afrique. Là, les besoins d'infrastructures sont gigantesques. On parle de dizaines, voire de centaines de milliards de dollars, voire d'euros de nécessité d'investissement. Seuls 50% aujourd'hui sont couverts. Donc, les partenariats publics-privés doivent permettre demain, je l'espère, à un axe franco-marocain, africain, de trouver des terrains de jeu sur lesquels nous pourrons ensemble collaborer et préparer l'avenir. Donc, aujourd'hui, comme public, au travers de DPC, l'agence avec laquelle nous sommes installés, à développer ce club des partenariats publics-privés au Maroc. Nous sommes en amont, comme vous le savez, d'une élection d'un temps politique, élection législative, nouveau gouvernement. Le temps des infrastructures publiques est souvent rythmé par ces évolutions politiques, avec un intérêt au Maroc, contrairement à d'autres pays, où il y a aussi une volonté du roi, une continuité, d'une volonté qui permet de transcender les changements politiques. Et je ne doute pas que les partenariats publics-privés trouveront au Maroc, tant au niveau de l'État que des collectivités locales, que des régions qui sont en train de se renforcer, un intérêt, et reste à bien comprendre cette utilité et de faire cette pédagogie tous ensemble pour que demain des nouveaux marchés puissent s'ouvrir. Donc c'est vrai qu'on est plutôt autour de la commande publique, on n'est pas dans le privé-privé, mais de tout ce qui concerne la vie publique, que ce soit les routes, le transport, l'énergie, les déchets, tout cela, ce sont des immenses sujets qui intéressent de très, très nombreuses entreprises, qui ont intérêt à se développer au Maroc, à un moment où il y a une stabilité économique et financière, où les moments du post-Covid va donner envie à tous les pays de trouver les leviers pour recréer de la croissance, des enjeux donc, qui sont importants et sur lesquels nul doute que de nombreuses entreprises françaises et européennes ont intérêt à s'intéresser au Maroc. Donc, nous continuerons. On espère pouvoir se déplacer quand même plus qu'en visioconférence, même si il faut retenir aussi de la visioconférence une facilité de travail sans aucun doute avec le développement sur le continent africain. Nous pouvons demain, et nous organisons avec le club PPP Maroc, avec le club PPP Med-Afrique, des rencontres qui permettent de mettre autour d'une table 6 ou 7 pays en même temps, à la même heure, avec une grande facilité d'approche qui peut être en amont de vrais business qui nécessiteront de se déplacer. Mais je pense que demain, le développement sur le continent africain, sur le Maroc, pour des entreprises qui hésitaient à faire des allers-retours, qui sont chers particulièrement sur l'Afrique, en termes de billets d'avion, de temps passé, de commencer à, grâce à la visioconférence, à avoir de premiers contacts avec des entreprises, pouvoir se parler 1 heure, 2 heures, se dire oui, vraiment ce produit m'intéresse, venez me voir, et prendre le temps du déplacement quand il y a déjà un peu plus de certitude sur l'appétence et l'envie de travailler ensemble. Je suis persuadé que l'après-Covid sera extrêmement différent dans les relations nord-sud,
qui font le cœur de Connecting Day, et qu'en effet, cette possibilité cette facilitation finalement au travers des visioconférences d'accélérer les échanges, les investissements et l'envie d'aller de plus entre le Nord et le Sud, pour moi, sont une nouvelle opportunité sur laquelle d'ailleurs je vais inviter mes amis de Connecting Day à réfléchir à l'opportunité d'écrire un ouvrage sur ces nouvelles opportunités grâce à la visioconférence, de l'accélération des échanges Nord-Sud et des économies qui pourraient être faites, de déstresser des entreprises qui se disent non, c'est trop loin, c'est trop difficile, c'est trop cher, ça prendra trop de temps. On fait 5 ou 6 rencontres en visio, on apprend à se connaître, on voit qu'un produit est bon, on sent que le film va passer, on commence à penser à un business model, et puis après on prend un avion, on vient 15 jours s'il le faut. C'est vrai que 15 jours pour des développements commerciaux, pour des ingénieurs, c'est des véritables coûts. Et donc ces investissements, à mon avis, jusqu'à présent, n'étaient pas faits. Et je crois qu'aujourd'hui, ce nouveau monde dans lequel on va tous ensemble rentrer, de la possibilité d'avoir des visioconférences pour gagner du temps, devrait, je l'espère, et j'invite nos amis du Connecting Day à y réfléchir, à tout simplement accélérer les échanges entre le Nord et le Sud, à nous reconnecter plus facilement, à ne plus avoir peur de venir. Et moi, je le dis parce que je le crois, nous sommes intimement liés. L'Europe n'a pas le choix que de s'intéresser à l'Afrique. Et aujourd'hui, peut-être grâce à ces visios, nous pourrons le faire avec plus de facilité, d'autres gens et de rapidité. Voilà ce que j'aurais envie de vous dire. Nous sommes un think tank, un lieu de rencontre entre le public et le privé, facilitateur de contact, de connexion entre les besoins de la puissance publique, qu'elle soit d'État ou des collectivités locales demain, et de ce rapprochement entre l'ensemble de la chaîne des décideurs pour demain aller faciliter des business sur le continent et au Maroc tout particulièrement. Bonjour, je suis Régis Roupet, analyste géopolitique et communicant stratégique. Je dirige un cabinet qui s'appelle Intéglo Conseil. Intéglo Conseil est un cabinet qui a pour vocation donc de redéfinir le logiciel de compréhension du continent africain à travers le monde. Je travaille à la fois avec des institutions internationales, des particuliers, des gouvernements, et tout particulièrement avec nous avons un projet en commun qui est celui d'accompagner, de travailler avec des entreprises ou même des particuliers ou même de la diaspora, afin justement qu'elles aient une connaissance précise du continent africain en termes d'investissement, en termes commerciaux, en termes administratifs. Et moi, au cabinet, justement, avec mon équipe qui est à la fois constituée d'analystes sur le continent africain, mais aussi en France, nous avons justement à cœur de travailler de façon définie sur justement les opportunités, les meilleures opportunités qui permettraient justement au continent africain, si vous voulez, d'enclencher son développement à tout point de vue. L'objectif aujourd'hui, effectivement, de ce grand événement qu'organise Connecting Day, évidemment, c'est de redéfinir, c'est de remettre, si vous voulez, les destinations, à la fois sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan des investissements, de les remettre au goût du jour. Aujourd'hui, nous faisons escale où? Nous sommes à Rabat, nous sommes à Casa, nous sommes à Tanger, nous sommes à Chefchaouen. Je cite de mémoire ces villes parce que pour y avoir été, pour y avoir travaillé dans un cadre plutôt, je dirais, interterritorial, et j'ai vu toute l'importance, tout le bénéfice que les entreprises, les PME africaines auraient à travailler justement avec le Maroc et aussi dans l'autre sens aussi. Et j'estime qu'aujourd'hui, nous avons toute cette possibilité et grand heureusement, Dimitri a eu l'œil justement, il a eu la précision, quelque chose que je le dis assez souvent, de créer ce cadre. C'est un cadre à la fois d'échange, d'expérience, de réflexion pour redéfinir justement les meilleures opportunités, les meilleures opportunités en termes d'investissement sur le continent africain. Aujourd'hui, nous sommes à une journée toute particulière. Nous sommes au Maroc, mais c'est le Maroc inscrit dans sa globalité, le Maroc sur le continent africain. Le Maroc qui, justement, aujourd'hui, pour moi, j'estime que le Maroc fait partie des grands pays qui, grâce auxquels, justement, le continent africain peut amorcer à un moment où nous sommes en développement. On ne parle pas assez quand même du commerce d'intégration sur le continent africain. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de la ZLECAf,
J'espère que le jour où la ZECLAF sera très opérationnelle, qu'on soit à Rabat, qu'on soit à Pointe-Noire, qu'on soit à Cotonou, qu'on soit à Windhoek, justement, que le commerce, que les investissements, justement, puissent être les plus valides et les plus intéressants. Aujourd'hui, pour nous qui sommes de la diaspora, effectivement, c'est un thème qui recouvre plusieurs notions. Nous avons aussi un objectif, c'est de pouvoir d'ici influencer positivement le développement du continent africain. Nous avons aujourd'hui un cadre, et ce cadre de réflexion qui est proposé par Connecting Day dit la chose suivante. Travaillons ensemble, que vous soyez de la diaspora, que vous soyez sur le continent africain, et même si vous n'êtes pas africain. Et très justement, parce que nous savons que nous travaillons avec beaucoup d'amis de l'Afrique qui peuvent être en Asie, qui peuvent être en Europe, qui peuvent être en France. Aujourd'hui, mettons-nous ensemble, réfléchissons, par exemple, sur des sujets, l'agriculture, la santé, les nouvelles technologies, l'ingénierie spatiale. Effectivement, soyons ambitieux. Il y a des sujets qui sont aujourd'hui des sujets très, très pointus sur lesquels les Africains et les Africaines doivent se mettre justement en pointe. Et Connecting Day aujourd'hui avec Intègre Conseil et bien d'autres. Aujourd'hui que nous vivons au Maroc, aujourd'hui, nous permet quand même de mobiliser, de sensibiliser et de créer ce cadre de réflexion. Moi, justement, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'aller sur le continent et tout ce que j'ai compris, en réalité, il y a une cible qu'on ne touche pas beaucoup, c'est les cibles des PME, des petites et moyennes entreprises et même des très petites et moyennes des très petites entreprises. Justement, je pense que c'est le lieu aussi de dire qu'il y a des possibilités de partenariat entre des très petites entreprises, entre des PME françaises et internationales sur le continent africain. Effectivement, nous avons pour ambition de faire cette joint venture. Aujourd'hui, le duo que je forme avec Dimitri et bien d'autres, et là je parlerai davantage de cette grande famille que j'appelle, de mon point de vue, de façon un peu lyrique, j'appelle afro-réaliste. Nous avons pour ambition de ramener, de prendre par la main tout ce qui, à un moment ou un autre, qui soit de la diaspora africaine, qui soit européen, qui soit du monde, vers le continent africain et leur dire effectivement, voilà, nous vous amenons vers tel pays, voilà les opportunités sur lesquelles vous pouvez travailler. Est-ce que c'est de l'agriculture? Est-ce que c'est la santé? Effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup, mais beaucoup de la crise sanitaire aujourd'hui. Mais vous remarquez avec moi que dans la crise sanitaire, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de multinationales qui font un bénéfice énorme. Moi, je suis d'accord, bien sûr. Dès qu'il y a des investissements, il faut aussi réfléchir aussi à la partie bénéfice. Et nous, tout simplement, nous voulons démontrer que sur le continent africain, il y a des niches d'investissement qui sont à la fois ouvertes et pour tout le monde. Et moi, je me permets quand même de dire, effectivement, quand je prends la main d'une entreprise, qu'elle soit une toute petite entreprise, et j'ai eu l'occasion de le faire avec une entreprise qui était spécialisée dans le biomédical et dans la vente de consommables médicaux. J'ai eu aussi l'occasion d'amener par exemple à Tanger, justement à Tanger, donc au Maroc, un entrepreneur qui était spécialisé dans les énergies renouvelables. Il a vu tout le potentiel à Tanger, mais je lui ai dit, on ne s'arrêtera pas à Tanger, on ira à Cotonou, on ira à Lomé, on ira à Dakar. Donc aujourd'hui, pour nous, ce cadre qui nous permet de discuter, d'échanger, c'est un cadre justement qui permettra justement, mais de façon proactive, de permettre à ce que des ressources françaises, des ressources de la diaspora puissent se déplacer sur le continent africain et y travailler, y investir. Et en même temps, je pense qu'il y a aussi un aspect sur lequel nous sommes d'accord, Dimitri et moi, c'est que aussi dans l'autre sens, il y a aussi des possibilités, dans l'autre sens, qu'on soit en Afrique, justement comme ça sur les pays africains, il y a des possibilités aussi de travail sur ce qu'on appelle classiquement en géographie politique le Nord, les pays du Nord. Aujourd'hui, moi, je suis très satisfait, je suis heureux parce que ce type d'initiative, bien sûr, a déjà existé. Le fait que justement, on puisse mettre des gens ensemble afin qu'ils discutent justement d'opportunités, de sens du continent africain, il y en a beaucoup, Mais je trouve la mesure que Dimitri a impulsée, la mesure prise justement dans le cas donc des collectivités, je trouve que c'est une mesure à taille humaine. Moi, c'est ce qui m'intéresse, à taille humaine. Nous pouvons discuter, nous pouvons échanger, et c'est ce qui est intéressant pour moi. Nous pouvons aller sur le continent africain, faire des affaires du continent africain. Nous pouvons revenir dans les pays du Nord. Et moi, j'estime que justement, c'est dans ce mélange harmonieux qu'on pourra faire naître des champions africains, des champions africains de l'informatique, des technologies, de l'agriculture, de la santé. Aujourd'hui, c'est le moment où jamais on est à une croisée des chemins sur le monde, dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'avoir des industries de haut niveau, des industries de qualité, mais il faut commencer par la base. Et moi, la base, pour moi, c'est la formation. Déjà, c'est la connaissance du terrain. Nous, Régis, son père, moi, je fais connaître le terrain. Je fais connaître le terrain sur les plans administratifs, sur les plans institutionnels, sur les plans politiques. Mais au-delà de la connaissance,
du terrain, il y a aussi, au cas où si nous nous retrouvons dans une affaire ou dans un partenariat d'affaires, il faut aussi chercher à travailler la formation des locaux. Pour moi, c'est un sujet quand même qui est essentiel. Et c'est ce que je dis à tous les membres de la diaspora. Bien sûr, le continent africain est très, très intéressant. Mais si parfois, si vous y allez, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être des carences sur la formation, n'hésitez pas. Mettez en place des modules de formation. Et je crois qu'avec Connecting Day, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons mettre en place des modules de formation dans plusieurs domaines à définir. Et c'est pour ça que moi j'appelle de tous mes voeux qu'à partir de Tanger, de Rabat et surtout le continent africain, que nous puissions aussi avoir en idée que le transfert de connaissances, le transfert de compétences est extrêmement important. Il n'y a que dans ces conditions que justement on arrivera quand même à travailler une égalité. Pour être concret, une équité des rapports. Moi, je pense qu'il est important aujourd'hui qu'on nous puissions admettre que partout où nous allons sur le continent africain, il y a peut-être des carences, il y a peut-être un déficit, mais le rôle que nous avons aujourd'hui à jouer et qui doit permettre aux entreprises qui souhaitent investir sur le continent, qu'elles soient de la diaspora ou pas, c'est de pouvoir y aller justement en sachant qu'il y a un moment ou un autre, au-delà du business, il y a peut-être aussi une partie qui peut être encore plus intéressante, je me dirais même encore plus stimulante, c'est de pouvoir former sur place des petits génies. Et les petits génies sur le continent africain, c'est pas ce qui manque. Il y a des petits génies qui sont bourrés de talent, qui sont bourrés de connaissances. Il suffit juste quand même, si vous voulez, de les aiguiller. Et nous, c'est ce que nous voulons faire avec Connecting Day. Le partenariat que moi j'ai avec Connecting Day, c'est de pouvoir détecter les prochains champions du continent africain. Peu importe le domaine. Ça peut être dans l'économie numérique ou digitale, ça peut être dans l'agriculture, ça peut être même dans la formation, ça peut être même dans les sciences humaines. La réalité est la suivante. Partout où nous irons, nous allons déterrer les potentiels. Et les potentiels, c'est pas ce qui manque. Le continent africain, c'est 54 pays, 54 possibilités, 54 opportunités. Aujourd'hui, nous sommes à Rabat, et à Tanger, à Chefchaouen et à Casa. Demain, nous serons ailleurs, mais partout où nous serons, nous souhaitons justement mettre en place justement ces canaux de diffusion de la bonne pensée, de la bonne idéologie. Et c'est en ça que moi, je trouve que c'est très, très intéressant aujourd'hui, les débats qui se mènent aujourd'hui. Et merci encore à Dimitri, parce que je sais que c'est un travail de longue haleine, de précision, de minutie qu'il mène avec toute son équipe. Et moi, je me félicite vraiment d'être un partenaire donc, de toutes ces initiatives, que ce soit ADRNS. Ouais. Je trouve qu'aujourd'hui, nous avons un cadre harmonieux. Et grâce à ce cadre, nous pourrons faire naître quand même de grandes choses et de choses très, très pertinentes. Et qui sait, vous savez très bien, pour moi, en tant que géopolitologue, je trouve que le développement du continent africain, le développement économique du continent africain permettra quoi? Permettra la stabilité politique dans le monde. Permettra quoi? Permettra la fin ou la lutte de façon graduée de la lutte contre le terrorisme. Permettra quoi? Permettra justement de lutter contre l'immigration illégale. Permettra quoi? Permettra de lutter contre la désertification. Permettra tant de choses. Et c'est dans l'équilibre. Pour moi, c'est une question d'équilibre vital pour le monde qui vient, le monde qui est le nôtre. En tout cas, je suis très heureux de participer à ce débat avec vous, à ce bel événement. Merci encore Dimitri, merci à toute l'organisation. Et je suis disponible dans des échanges. Et en tout cas, merci beaucoup. Je remercie tout le monde. Je remercie mes débatteurs et homologues. Et merci à l'organisation. En tout cas, à très bientôt et bon débat à nous tous. Je tiens également à remercier les organisateurs pour m'avoir invité et participer et m'avoir donné l'occasion d'échanger avec vous au sujet des principales règles juridiques régissant l'environnement de l'investissement au Maroc. Alors, cette présentation aura comme objectif principal de brosser un tableau un peu général sur les principales tendances du droit des affaires au Maroc et de manière générale du cadre juridique et fiscal de l'investissement au Maroc et identifier les principales normes qui doivent être prises en compte par les investisseurs au moment de réaliser leur investissement au Maroc et puis surtout identifier et déceler les principales tendances de l'évolution de ce cadre juridique courant ces dernières années afin d'identifier ce qui a été fait et ce qui reste à faire pour les années à venir. Présentation. Au Maroc, l'investissement privé est ouvert de manière totale aux étrangers
sans aucune limitation aux contraintes quant à la présence de nationaux dans le capital des sociétés concernées, sous réserve de certains secteurs spécifiques soumis soit à des réglementations particulières, soit à une autorisation préalable. Je cite essentiellement le secteur agricole. Donc, l'acquisition de la propriété immobilière en matière agricole ne peut pas être détenue à 100% par des étrangers. Donc, si c'est une personne physique, il faut qu'elle soit marocaine. Si c'est une personne morale, il faut qu'au moins 51% du capital soit détenu par une personne marocaine, de nationalité marocaine. Ceci dit, c'est une réglementation. Le choix a été opéré aujourd'hui de revenir sur cette réglementation qui a des origines historiques, et nous dirigeons vers une libéralisation également de ce secteur très prochainement, puisqu'il semble qu'un projet de loi est en cours de préparation pour faire sauter ce verrou, et notamment dans le but d'encourager l'investissement étranger en matière agricole. Ceci dit, il y a beaucoup d'investissements étrangers en matière agricole qui passent notamment par des baux amphithéotiques, donc des baux de longue durée. Au Maroc, c'est entre 10 et 50 ans. Donc, ce qui permet aujourd'hui à des sociétés étrangères investissant dans le secteur agricole au Maroc d'avoir des baux de longue durée de 50 ans, ce qui est largement suffisant pour pouvoir, le bail amphithéotique étant un droit réel, il permet pratiquement au même titre que d'autres propriétés de lever les financements nécessaires auprès des établissements bancaires pour la réalisation de l'investissement et de doter cet investissement de la sécurité juridique nécessaire. Le deuxième secteur aussi qui souffre de certaines limitations en rapport avec la nationalité est le secteur de la pêche maritime. Pour le reste, tant au niveau industriel que touristique et au niveau du commerce et des services, ces secteurs sont complètement ouverts à l'investissement privé, qu'il soit d'origine nationale ou internationale, dans les mêmes conditions et sans aucune disposition particulière relative à la nationalité. Alors, le processus de création des entreprises a été le premier levier sur lequel on a essayé de travailler. Il s'agissait dès le départ d'agir sur deux fronts. Le premier concerne la procédure, il faut la simplifier et la fluidifier. Et le deuxième, il concerne les règles de fond, en essayant de simplifier aussi autant que faire se peut ces règles et d'éliminer ou supprimer certaines exigences qui peuvent paraître non nécessaires et ayant un impact négatif en termes de temps sur la réalisation de la procédure de création de l'entreprise. Alors, on a commencé par la mise en ligne du processus d'obtention de certificat négatif, c'est-à-dire le nom de la société. On a commencé aussi par la mise en place des guichets uniques à travers les centres régionaux d'investissement qui existent au niveau de chaque ville et chef-lieu de région, et donc qui permet au niveau de ces guichets de concentrer toutes les procédures devant être effectuées auprès des différentes administrations concernées dans l'acte de constitution d'une société, c'est-à-dire le registre de commerce, la sécurité sociale, les impôts, etc. Donc, on a tout concentré au niveau de ces guichets uniques. On a aussi procédé à la simplification de certaines règles de fond. Par exemple, au niveau des sociétés à responsabilité limitée, on a aboli l'exigence qu'il y ait un capital social pour créer une SARL. Donc, on a commencé dans un premier temps par la réduction à un capital minimum de 10 000 dirhams, soit 1 000 € approximativement. Et puis, là, on est passé à un deuxième stade qui a permis aujourd'hui de constituer une SARL sans qu'il y ait un apport en capital à la constitution. On a aussi simplifié le processus de constitution des sociétés anonymes en enlevant l'exigence du blocage des apports de fonds lorsque le capital de la société n'est pas supérieur à un montant de 100 000 dirhams, c'est-à-dire approximativement 10 000 €. Avant cette réforme, à l'occasion de la création de chaque société anonyme ou même d'une SARL, chaque fois qu'il y avait un capital à apporter, ce capital devait être bloqué au niveau d'un compte créé au nom d'une société en cours de constitution, ce qui faisait qu'une fois constituée la société, il fallait passer à une deuxième procédure de déblocage de ce compte, ce qui parfois était gênant et pouvait provoquer des retards qu'on a jugés comme non nécessaires et superflus. Donc, le législateur a estimé bon et a procédé
à la suppression de cette exigence, sauf lorsque le capital d'une société est supérieur à 100 milliards. Et en troisième lieu, on a procédé aussi à la mise en place d'une nouvelle loi qui a été insérée dans le Code de commerce relative à la domiciliation des sociétés et qui a clarifié les conditions de domiciliation des sociétés lorsqu'elles sont dans un processus de constitution. On s'est rendu compte qu'un bon nombre de sociétés, lorsqu'on était dans la phase de démarrage de leur investissement, elles n'avaient pas encore opté pour un lieu définitif d'installation à titre de propriétaire ou de locataire. Et donc, le fait de ne pas pouvoir domicilier les sociétés avant de choisir définitivement le lieu où elles vont opérer était un facteur qui retardait sensiblement le processus de création des entreprises. Et donc, il y a une loi qui a facilité et simplifié et clarifié le rôle des parties à un contrat de domiciliation. Mais ce n'est évidemment pas suffisant. Pour ce faire, on a lancé un programme qui s'appelle le Créole, de la création des entreprises en ligne. L'objectif étant aujourd'hui d'atteindre un stade permettant de faire une procédure de constitution de la société de manière complètement dématérialisée à partir de chez soi et en cliquant simplement sur son ordinateur. Cette procédure sera bientôt opérationnelle. Une loi a été adoptée dans ce sens, c'est la loi 87-17 et la loi aussi 88-18. Elles ont permis la création et la gestion d'une plateforme électronique relative à la création des entreprises et aussi aux inscriptions modificatives sur les entreprises une fois constituées. Elles ont aussi permis de créer une base de données centralisée au niveau du registre de commerce central. Elles ont permis aussi à toutes les administrations impliquées dans le processus de création d'une entreprise, à savoir l'administration fiscale, la sécurité sociale, la douane, etc., d'interagir avec cette plateforme électronique afin de réaliser les procédures y afférentes. Donc, ce dispositif a été adopté. La solution technique elle a été implémentée. Il ne reste aujourd'hui qu'à la rendre opérationnelle en adoptant le décret d'application, lequel était prêt, mais qui a souffert d'un léger retard depuis qu'on est dans cette phase assez particulière de la pandémie Covid-19 et qui avait aussi souffert d'un retard dû à la nécessité d'adapter la réglementation marocaine relative à la signature électronique. Cette exigence a été faite puisque le Maroc a adopté dernièrement une nouvelle loi concernant la sécurité des transactions par voie électronique. Donc, cette exigence a été satisfaite. Il ne reste plus aujourd'hui aucun obstacle ou empêchement d'ordre légal ou réglementaire, même d'ordre technique. Nous n'attendons que l'adoption et la mise en œuvre du décret d'application pour que la création des entreprises soit complètement dématérialisée. Dans le même ordre d'idée, quelques années auparavant, déjà en 2004, le Maroc a adopté un code du travail qui permet aujourd'hui au niveau d'un seul code de disposer de toutes les normes et les règles juridiques régissant tant la formation du contrat que son exécution par l'employeur et l'employé, que sa résiliation pour une raison ou pour une autre. Donc, c'était un acquis important par rapport à la période antérieure où toutes ces opérations étaient régies par différents textes difficiles à identifier et avec des contradictions parfois. Donc, ce code du travail a apporté un certain nombre d'ajouts significatifs. Il a clarifié le type des contrats auxquels peuvent avoir recours les parties, c'est-à-dire l'employeur et l'employé. Donc, c'est un contrat à durée indéterminée qui est le principe de droit commun, ou le contrat à durée déterminée dans certains cas spécifiques, ou le contrat pour la réalisation d'un travail déterminé, par exemple un contrat de chantier, dans certains cas spécifiques aussi. Alors, très récemment, le Maroc a adopté une réforme du Code du travail qui a permis de clarifier davantage les conditions de recours par les parties à un contrat de travail à durée déterminée. Dans le même cadre, cette réforme avait permis de clarifier les conditions d'indemnisation des salariés en cas de rupture du contrat de travail par l'employeur. Cette réforme a eu l'avantage, par rapport à la situation antérieure, de permettre à l'employeur d'identifier, au moment où il prend la décision de résilier le contrat de travail de son salarié, d'identifier exactement à l'avance quel est le risque maximum qu'il encourt en cas de paiement des indemnités, au cas où demain le licenciement
soit considéré par le tribunal comme un licenciement abusif, ce qui n'était pas le cas dans la législation antérieure où la fixation des indemnités était laissée à la libre appréciation, des L'autre pavé sur lequel je souhaite aussi m'arrêter est celui relatif à l'accès au financement. C'est évidemment un pavé et une rubrique extrêmement importante. Disons, c'est le nerf de la guerre de tout processus d'investissement, c'est de pouvoir accéder par l'investisseur au financement nécessaire pour que les établissements bancaires et financiers de manière générale puissent financer l'investissement totalement ou partiellement. Alors, à l'instar de ce qu'on a vu au niveau du droit de propriété immobilière, qui est un levier important pour l'octroi des financements bancaires, on a identifié certaines lacunes et certaines failles au niveau de la propriété immobilière, qui ne disposait pas au Maroc du cadre juridique permettant d'utiliser les sûretés mobilières comme un levier de financement des investissements nécessaires. C'est dans ce cadre-là que le Maroc a adopté récemment une loi sur les sûretés mobilières qui se caractérise essentiellement par une meilleure définition des sûretés et de quasi-sûretés mobilières, un élargissement de leur cadre, la précision et l'identification des conditions de réalisation de ces sûretés, ce qui permet aux établissements financiers de réaliser ces sûretés de manière plus simple, et plus rapide et plus transparente si besoin est, c'est-à-dire si le débiteur est défaillant, de mettre en place des mécanismes de réalisation des sûretés simplifiés, notamment à travers l'attribution conventionnelle, c'est-à-dire en permettant aux créanciers de réaliser les sûretés si le débiteur est défaillant sans passer par une procédure de vente par voie judiciaire et en s'attribuant directement le bien immobilier ou en procédant à sa vente directement, mais de manière privée, directe, sans passer par une vente par voie judiciaire. Et aussi et surtout, à travers la mise en place d'un registre national électronique des sûretés mobilières, qui fait qu'aujourd'hui, au Maroc, on dispose d'un référentiel, c'est ce registre électronique, accessible à tout le monde, qui permet d'aller sur ce registre par voie électronique et d'identifier de manière précise et très claire quelle est la situation juridique exacte des sûretés mobilières de cette société à date d'aujourd'hui. Sont-elles nantis? Font-elles l'objet d'un gage? Y a-t-il une autre sûreté? Y a-t-il une procédure de réalisation de nantissement, etc. Et donc, c'est un processus qui permet une transparence totale et une simplification et une accessibilité à l'information nécessaire pour que les établissements financiers puissent accéder et consentir les financements sollicités par les investisseurs. Ce processus aujourd'hui est déjà opérationnel puisque le registre national suscité a été mis en place et est déjà opérationnel et fonctionne de manière assez normale dans la mesure où tout le monde, toutes les parties intéressées peuvent y accéder. L'autre point, un autre point tout aussi important est celui qui concerne l'exécution des contrats et notamment les délais de paiement. L'exécution des contrats et les délais de paiement. Donc, la problématique des délais de paiement est l'une des principales problématiques que connaît le Maroc. Les délais de paiement interentreprises, ils sont assez lents, ils doivent être améliorés et ils sont parfois source de création de situations rendant compromisation de la société et peut-être même causant sa perte définitive. Alors, il y a eu plusieurs réformes. Il y a eu une première réforme de 2013-2014 qui a instauré le principe du paiement, le principe que toutes les créances interentreprises doivent être payées dans un délai maximum de 60 jours et en cas d'absence de clause contractuelle et maximum de 90 jours en cas d'existence d'une clause contractuelle. Ça veut dire que les parties ne pouvaient plus se mettre d'accord sur un délai allant au-delà de 90 jours. Et en instaurant le principe du paiement d'intérêts moratoires si, passé le délai légal ou contractuel, la dette n'était pas payée par la partie débitrice. Cette réglementation avait une limite très importante, c'est qu'elle excluait de son périmètre et de son champ d'application, elle excluait
elle excluait les marchés publics, donc l'État, les collectivités locales et les établissements publics. Or, compte tenu de l'importance et du caractère structurant des marchés publics dans l'économie marocaine, cette disposition vidait partiellement cette réglementation de son sens, ou au moins en limitait l'impact. C'est pour ça qu'une réforme est intervenue en 2016 et qui s'est traduite par l'extension du champ d'application de la loi, notamment, qui se traduit notamment par l'extension du champ d'application de la loi au marché public, aux établissements publics et aux collectivités locales. C'est une évolution importante, mais l'expérience a démontré que le problème est encore loin d'être résolu et une réflexion est lancée en ce moment même sur la nécessité d'aller beaucoup plus loin et de mettre à jour cette réglementation pour réduire de manière significative les délais de paiement interentreprises. Toujours dans le volet exécution des contrats, l'un des aspects les plus significatifs est le fonctionnement de la justice et notamment de la justice commerciale. Alors, comme j'ai évoqué tout à l'heure, depuis 1998, le Maroc dispose d'un certain nombre de tribunaux de commerce et de cours d'appel commercial, qui fait que tous les litiges ayant un caractère portant sur des contrats commerciaux impliquant des sociétés, dont la valeur est supérieure à 20 000 dirhams, c'est-à-dire 2 000 euros, l'équivalent de 2 000 euros, doivent être portés devant la juridiction commerciale compétente. L'objectif, depuis le début, a été d'améliorer la célérité de traitement des dossiers à caractère commercial, de ne pas s'ouvrir pour qu'ils souffrent moins des lenteurs et des lourdeurs propres aux autres propres à la justice et notamment aux tribunaux de première instance qui sont encombrés de dossiers aussi relevant d'autres matières comme la matière civile, immobilière, pénale, etc. Et puis surtout aussi de disposer d'une justice commerciale spécialisée, donc permettant d'améliorer la qualité des jugements rendus en la matière. Donc, beaucoup d'efforts ont été déployés en la matière depuis des années. Les délais nécessaires pour rendre un jugement en matière commerciale se sont améliorés de manière significative, mais on est encore loin des objectifs escomptés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a le nouveau challenge qui sera mis en place dans les mois qui viennent, puisqu'il y a un projet de loi, un avant-projet de loi qui est en cours de discussion, qui devrait être mis dans le circuit législatif incessamment sous peu. C'est la réforme permettant aujourd'hui de dématérialiser un certain nombre de procédures judiciaires, notamment toutes les procédures relatives à la notification et à l'exécution et aux échanges entre avocats et tribunaux, ce qui permettra sans aucun doute de réduire de manière significative le délai de traitement de ces dossiers. Pour ce qui est du volet fiscal, qui est aussi très, très important dans l'acte d'investir, qui est l'un des volets les plus importants, je dirais. Lorsqu'un investisseur souhaite investir au Maroc et dans tout autre pays, ce volet est important. Donc, pendant la première décennie des années 2000, le Maroc, surtout pendant la période allant de 2005 à 2010, le Maroc avait consenti des efforts, notamment au niveau de la fiscalité des revenus, en faisant baisser le taux marginal de l'impôt sur le revenu progressivement pour passer de 44 à 38%, et surtout en relevant les différentes tranches de l'impôt sur le revenu, ce qui a permis d'améliorer le pouvoir d'achat des classes moyennes. Mais depuis l'année 2010, et toujours dans le contexte que j'évoquais tout à l'heure d'amélioration du climat général des affaires, le Maroc s'est orienté vers des réformes progressives relatives à l'impôt sur les sociétés. C'est dans ce cadre-là qu'on est passé d'un impôt sur les sociétés de 35%
de 35%, quelle que soit leur taille, quel que soit le bénéfice réalisé, quel que soit le secteur, avec quelques exceptions concernant le régime propre aux activités et aux sociétés exportatrices. On est passé ces dernières années à un IS progressif. C'est une réforme majeure de mon point de vue en matière d'équité fiscale. Donc, le Maroc, premièrement, il a baissé le taux marginal de l'IS, qui est passé de 35 à 31, et il l'a rendu progressif. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons, en matière de droit commun, un IS de 10%, nous payons un IS de 10% lorsque le bénéfice réalisé est inférieur à 300 000 dirhams, 30 000 $, ou 30 000 €, plus ou moins approximativement. Il est de 20% lorsque le bénéfice est situé entre 300 000 et 1 million de dirhams. Donc, c'est l'immense majorité des très petites et moyennes entreprises. Et il passe à 31%, c'est le taux le plus élevé pour le bénéfice supérieur à 1 million de dirhams. Étant entendu que ce bénéfice est progressif, ça veut dire que si on a, par exemple, un bénéfice, cet impôt est progressif, ce qui veut dire que si on a un bénéfice de 1,5 million, on ne paie pas 31% sur tout le bénéfice, mais on paie le taux correspondant à chacune des tranches que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors évidemment, il y a le secteur bancaire, le secteur financier qui a une fiscalité particulière puisqu'il paie un IS de 37%. Alors, très récemment, le Maroc est dans le cadre du développement de son secteur, du secteur industriel et notamment des secteurs qui font partie de ce qu'on appelait les métiers mondiaux du Maroc, donc surtout l'industrie automobile, l'aéronautique et toute l'industrie de la sous-traitance qui va avec. Le Maroc a adopté depuis 2 ans une fiscalité spécifique au secteur industriel, puisque le taux de l'IS a été ramené à 28%. Donc, on paie au niveau de l'IS un taux moins élevé que si on intervient dans le secteur des services ou des commerces. Je parle bien entendu du taux marginal. Parallèlement, il y a un régime spécifique aux activités exportatrices hors zone franche qui réalisent un chiffre d'affaires en devises, en ce compris donc les hôtels et les stations touristiques. Donc, toute la partie chiffre d'affaires en devises bénéficie et soumise à un IS de 20% au lieu de 31%. Ça rentre dans le cadre d'une politique d'encouragement à l'export. Et finalement, nous avons un troisième cadre fiscal spécifique à ce qu'on appelait avant les zones franches d'exportation et qu'on appelle maintenant depuis 1 an les zones d'accélération industrielle. Donc, c'est des zones franches c'est des zones industrielles nouvelle génération qui sont situées essentiellement dans le nord à Tanger, à Kenitra et à Casablanca, mais d'autres verront le jour dans le futur, qui reçoivent beaucoup d'investissements industriels, notamment dans le secteur de l'automobile, mais pas que dans ce secteur, et qui bénéficient d'une fiscalité particulière qui se traduit par une exemption d'IS pendant les 5 premières années d'activité et par le paiement d'un taux spécifique équivalent à 15% au-delà de la 5e année. C'est un dispositif qui concerne aussi, pas seulement les zones industrielles, mais qui a aussi été répercuté de manière plus ou moins équivalente pour la zone dénommée Casablanca Finance City, qui est une zone qui était avant une zone franche à caractère financier et de services, où sont installées essentiellement les sociétés développant des actifs financiers et de services destinées essentiellement au continent africain et aux investissements réalisés à partir du Maroc vers nos pays amis africains. Il y a énormément d'autres dispositions, beaucoup d'autres réformes qui ont été adoptées. Et il est très difficile aujourd'hui de rentrer dans le détail de chacune de ces normes et de ces dispositions. Je reste bien évidemment à votre disposition pour répondre avec de plus amples détails, aussi bien sur les points qui ont été soulevés
à travers cette présentation que pour éventuellement d'autres questions d'ordre juridique concernant l'environnement des affaires au Maroc que vous pourrez soulever et qui pourraient être intéressants pour toute personne envisageant d'investir au Maroc. Et je vous remercie pour votre présence. Chers amis, quelle journée! Nous avons eu une extraordinaire journée avec nos amis du Maroc pour découvrir ce Connecting Day Morocco. Et comme vous le savez, il est de tradition que nous terminions ces soirées par le transfert du bâton. Ahmed, do you want to say something? Je veux dire un petit mot juste pour conclure. Bah écoutez, oui, ravi que ce Connecting Day se soit passé au Maroc. Je pense que c'est une opportunité pour tout le monde et je pense que tout le monde peut en tirer que du positif. Et on a hâte de le retrouver dans un de nos pays aussi, de nos frères du Ghana. Et on est aussi sûr aussi que ça se passera aussi très bien. Donc voilà, merci encore pour tout, Monsieur le Président. Du bâton. So I'm going to close now. I'm going to introduce you to Mr. Elias. And first, I'm going to give a word to Uda so she can give the baton for Elias. Hey, so it's a real pleasure for me to let you introduce this wonderful country that I'm really curious to know more about. So, Elias, I give you the baton, and I hope that the Connecting Day for Ghana will be that amazing. Thank you so much. Thank you, Huda. Thank you, Mr. President. Representing Ghana and also connecting Ghana to Ghana, of course. We hope to make it the best amongst the others. Ghana, known for what it is, I mean, African Gold Coast, we like to show off the fact that we are people of Gold Coast. So we'll have the best event. Hope to give you guys the best, and we look forward to hosting you guys. Thank you. Okay, thank you very much, Elias. And see you next month for Connecting Day Ghana. Thank you all. Bye. Eh bien, merci d'avoir participé à cette réédition des Connecting Day estivales. Nous espérons tout d'abord que cette réédition vous a plu et nous vous invitons à prendre contact avec nous pour toute question, mais également si vous souhaitez que l'on mette votre pays en avant. Thank you for attending this re-edition of the Connecting Day. We hope that you will enjoy this event and you find the information you needed. Please let us know if you have any questions and also if you would like for us to advertise the country. We hope to see you soon. Have a nice day.